Le père allait sur la piste. C'était « Je vais démolir Jeff Bodine aussi vite et aussi rapidement que possible ». Les mots de Dale Earnhardt résonnent encore dans les cercles de NASCAR. J'ai dit à tout le monde que Jeff Bodine était une fraude. À l'époque, les fans ne savaient pas quoi penser. Était-ce de la rivalité, de la frustration, ou était-ce quelque chose de plus grave que personne n'osait dire à voix haute? Maintenant, des années plus tard, la vérité derrière l'accusation audacieuse de Dale est train de se révéler, et cela envoie des ondes de choc dans la communauté des courses automobiles. La tension entre ces deux pilotes n'était pas seulement compétitive. Elle était personnelle, amère et profondément enracinée dans des moments qui sont restés silencieux jusqu'à présent. Que s'est-il vraiment passé sur et dehors de la piste? Et pourquoi cette querelle est-elle encore évoquée des décennies plus tard, le jour où les gants ont été enlevés? Ce n'était pas après un accident, ce n'était pas pendant une conférence de presse, ce n'était même pas avec un microphone à la main. Dale n'avait pas besoin d'une grande scène pour lancer les mots qui resteraient dans l'histoire de la NASCAR. Il les a simplement dit comme il l'a toujours fait, directement, sans filtre et sans ciller. Le journaliste a cligné des yeux. D'autres têtes se sont tournées. Les membres de l'équipe se sont agités mal à l'aise. Ce n'était pas la première fois que Dale Earnhardt lançait une pique à un rival, mais il y avait quelque chose de différent dans ce moment. Il avait du poids. Ce n'était pas seulement la rage du moment. Cela ressemblait à une déclaration. L'année était 1986 et les tensions NASCAR étaient à leur comble. Dale était le visage du courage du Sud dans la course automobile. Né et élevé à Kannapolis, Caroline du Nord, il a hérité de l'héritage de son père, Ralph, et incarnait tout ce sur quoi le sport avait été construit, la force, l'instinct et la conduite pragmatique. Il ne faisait pas de calcul, il ressentait les choses, et il ne croyait pas à la finesse quand un pare-choc ferme pouvait régler les choses. Jeff, d'un autre côté, venait de Chemung, dans l'État de New York, un endroit éloigné du cœur de la NASCAR. Son chemin dans la course automobile avait été différent. Il était instruit, méthodique et connu pour apporter une approche plus technique, voire scientifique, au sport. Alors que Dale réglait les moteurs à l'oreille, Jeff étudiait les données. Alors que Dale s'appuyait sur le courage, Jeff s'appuyait sur la précision. Pour les fans dans les tribunes, il était facile de prendre parti. Vous étiez soit avec l'intimidateur, soit vous ne l'étiez pas. Et si vous ne l'étiez pas, il y avait de fortes chances que vous soyez avec Jeff Bodine. La querelle s'était intensifiée pendant des années. Des coups de pare-choc sur la piste, des regards noirs dans les stands, des mots échangés à la radio et répétés dans la presse. Mais ce jour-là, dans le garage, cela a débordé dans quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. Qu'est-ce qui a poussé Dale à dire cela? Ce week-end-là, le garage était effervescence après une séance d'entraînement à Martinsville. Jeff avait perdu le contrôle dans le virage 3 et avait failli entraîner 2 autres voitures. Ce n'était pas la première fois. Une semaine plus tôt, Dale avait affirmé que Jeff l'avait freiné brusquement à Atlanta. Ce schéma commençait à agacer Dale. Il avait assez de la mascarade, assez de Jeff, qui, selon lui, arborait un costume propre et une attitude calme sous pression qui ne correspondait pas à ce qui se passait sur la piste. « Ne vous laissez pas berner par son sourire », a dit Dale à un membre de l'équipe. « Il vous éliminera et ira pleurer auprès de la direction de course. » Les deux hommes ne pouvaient même pas traverser le même transporteur sans tension. Les sponsors l'ont remarqué. La NASCAR l'a remarqué. Même les fans l'ont remarqué. On pouvait le sentir lors des présentations des pilotes. Dale était acclamé. Jeff recevait un accueil partagé entre des acclamations et des huées. Dale n'essayait pas de nuire à la carrière de Jeff. Il n'essayait pas de ruiner sa réputation. Il essayait de prévenir tout le monde. Et, selon lui,
la vérité commençait tout juste à se révéler. Au volant, la rivalité entre Dale et Jeff ne concernait pas seulement deux pilotes qui essayaient de gagner. Il s'agissait de deux mondes qui se percutaient à pleine vitesse. Apparence, les deux hommes voulaient la même chose, la victoire. Mais leur façon d'y parvenir ne pouvait pas être plus différente. Dale était pur instinct. Il venait de l'école de la dure, où la course automobile n'était pas une question d'équipement sophistiqué ou de stratégie compliquée. C'était une question de courage. Son père, Ralph Earnhardt, lui avait appris qu'il ne fallait pas attendre la configuration parfaite ou les conditions parfaites. Il fallait prendre le volant et faire sorte que ça marche. Dale incarnait cette croyance à chaque fois qu'il prenait la piste. Il conduisait avec acharnement, prenait des risques et n'avait pas peur de secouer le pare-choc de quelqu'un si c'était ce qu'il fallait pour gagner. Les fans l'appelaient l'intimidateur pour une raison. Jeff, revanche, était différent. Il n'était pas né dans le milieu des courses automobiles du Sud. C'était un nordiste, quelqu'un qui est arrivé NASCAR avec une formation technique et une approche plus calculée. Il se concentrait sur la précision, les données et le fait de faire fonctionner sa voiture exactement comme il le voulait. Pour lui, la course automobile n'était pas seulement une question d'agression brute. Il s'agissait de surpasser la concurrence par la ruse. Cela seul suffisait à agacer un traditionnaliste comme Dale. Les différences allaient au-delà de la piste. Dale se comportait comme l'homme de la rue. Ses manières rustres et son attitude pragmatique trouvaient un écho auprès des fans de la classe ouvrière qui remplissaient les tribunes. C'était quelqu'un à qui il pouvait s'identifier, quelqu'un qui n'édulcorait rien. Jeff, revanche, paraissait souvent raffiné, confiant et parfois suffisant. Il n'essayait pas de gagner un concours de popularité, mais son attitude faisait de lui une cible facile pour quelqu'un comme Dale. Dale ne faisait tout simplement pas confiance au type qui avait l'air de trop réfléchir, a déclaré un membre de l'équipe des années plus tard. Pour lui, la course automobile était une question de sensation. Il ne se souciait pas des pilotes qui ressemblaient à des ingénieurs avec des casques. Au milieu des années 1980, ces différences s'étaient transformées en une hostilité ouverte. Chaque fois que Dale et Jeff s'alignaient sur la grille de départ, il y avait une tension palpable dans l'air. Les deux hommes ne se contentaient pas de courir l'un contre l'autre. Ils se battaient comme si chaque tour était personnel, et c'était souvent le cas. La saison 1985 a donné aux fans un aperçu précoce de cette tempête qui se préparait. Lors d'un événement, Dale et Jeff se sont frottés la carrosserie pendant plusieurs tours, aucun des deux n'étant prêt à céder. L'équipe de Dale a affirmé que Jeff bloquait. L'équipe de Jeff a dit que Dale conduisait de façon imprudente. Aucun des deux hommes ne se souciait de ce que l'autre pensait. Les fans ont adoré, mais pour Dale, ce n'était pas seulement du divertissement. Il a commencé à croire que l'image propre et technique de Jeff était une façade, quelque chose qui ne tenait pas sous la pression réelle. Il y avait aussi une guerre culturelle tacite qui se déroulait NASCAR à cette époque. Le sport était encore très ancré dans son héritage sudiste. Les pilotes, les équipes et les fans étaient fiers de leurs racines locales. Jeff, étant originaire de New York, ne faisait pas partie de ce réseau de bons vieux garçons. Pour beaucoup, il était un étranger. Dale, farouchement protecteur des traditions du sport, considérait Jeff non seulement comme un rival, mais aussi comme quelqu'un qui n'était pas tout à fait à sa place. Les deux hommes voyaient même le succès différemment. Dale célébrait les victoires avec son équipe comme un homme qui s'était battu bec et ongles à chaque tour. Les victoires de Jeff semblaient souvent plus calmes, plus analytiques. Dale aurait un jour raillé après une course, disant « Il agit comme si les victoires n'étaient que des chiffres sur une page. » 1986, la rivalité ne se contentait plus de mijoter. Elle était prête à exploser. La différence dans leur style n'était plus seulement une question de course. C'était devenu personnel. Pourtant,
Alors que Dale considérait Jeff comme quelqu'un qui manquait du cran nécessaire pour être considéré comme un vrai coureur, Jeff avait sa propre opinion sur Dale. Jeff pensait que le style de Dale était imprudent, qu'il s'appuyait trop sur l'intimidation au lieu de l'habileté. La réplique maintenant célèbre de Jeff « Il frappe tout sauf la voiture de sécurité » n'était pas seulement une insulte intelligente. C'était exactement ainsi que Jeff voyait Dale, une brute au volant. Le fait est que cela ne dérangeait pas Dale d'être étiqueté ainsi. Il le portait comme un insigne d'honneur. Pour lui, la course automobile n'était pas un ballet, c'était un combat de rue. Et si Jeff ne pouvait pas supporter cela, alors il n'avait rien à faire sur la même piste. Coulisses, les membres de l'équipe devaient souvent séparer les deux hommes. Ils ne venaient pas au point, mais leurs mots étaient tout aussi durs. Il y a eu des moments dans le garage où Dale jetait un regard noir à travers le terrain, secouait la tête et marmonnait quelque chose à voix basse sur le faux style de course de Jeff. Et Jeff, lui, n'hésitait pas à qualifier la conduite de Dale de dangereuse. Et même si Dale considérait Jeff comme un étranger, il y avait une chose qu'il ne pouvait pas ignorer, quelque chose qu'il avait vu encore et encore, l'année où la NASCAR a failli perdre le contrôle. 1946, la rivalité entre Dale Earnhardt et Jeff Bodine n'était plus seulement une intrigue secondaire. Elle faisait la une des journaux dans le monde de la NASCAR. Ce qui avait commencé comme une gêne mutuelle entre deux pilotes très différents s'était transformé l'une des querelles les plus laides et les plus personnelles que le sport ait jamais connues. Et c'est l'année où cela a failli aller trop loin. Dès les premières courses de la saison, il était clair que la tension ne s'apaisait pas. Au contraire, elle s'intensifiait. Il y avait des batailles de portières qui claquent, des accusations explosives et des équipes de ravitaillement qui se lançaient des regards noirs à travers le garage, comme si elles attendaient que quelqu'un frappe le premier coup. Dale et Jeff n'étaient plus seulement des concurrents. Ils étaient ennemis. Chaque tour ressemblait à un piège vu d'un accident, et les fans étaient rivés dessus. Richmond allait devenir le point de rupture. Au Richmond Fairgrounds Raceway, février 1986, les choses ont explosé. Dale et Jeff étaient tête. Les deux voitures étaient performantes et aucun des deux pilotes ne cédait. À quelques tours de la fin, Dale était derrière Jeff et se rapprochait de plus. Tout le monde dans les tribunes pouvait le sentir. Quelque chose allait arriver. Et c'est ce qui s'est produit. Sortant du virage 2, Dale a donné un coup de pouce à l'arrière de la voiture de Jeff. Pas une légère tape, mais suffisamment pour le faire glisser. Jeff a fait un tête-à-queue, entraînant quelques autres pilotes, alors qu'il essayait de reprendre le contrôle. La foule a rugi. Les commentateurs ne croyaient pas leurs yeux. Dale a remporté la course. Jeff ne l'a pas pris à la légère. Dans les entrevues d'après-course, il était furieux. « Il vient de me démolir », a-t-il dit. « Il n'a de respect pour personne. Ce n'est pas de la course. » Son équipe a déposé une plainte officielle auprès de la NASCAR. La réponse de Dale. Un haussement d'épaule et un sourire. « C'est de la course sur piste courte », a-t-il dit. Mais ce n'était pas fini. Loin de là. La semaine suivante à Rockingham, Jeff a fait un geste qui ressemblait beaucoup à une vengeance. Alors que Dale tentait de faire une passe à l'intérieur, Jeff est descendu et a failli le pousser dans l'herbe. Dale a réussi à se rattraper, mais le message était clair. Jeff ne reculait pas. Ce n'étaient plus des incidents isolés. Ils faisaient partie d'un schéma et les fans ont adoré. La fréquentation a grimpé flèche lorsque les deux hommes couraient. Les cotes d'écoute de la télévision ont augmenté. C'est devenu une partie de l'excitation d'avant-course. Combien de temps avant que Dale et Jeff ne se retrouvent sur la piste, mais les officiels de la NASCAR n'étaient pas amusés. Ils étaient inquiets. Coulisses, les dirigeants de la NASCAR tenaient des réunions pour décider quoi faire. La situation était devenue incontrôlable. Les affrontements physiques sur la piste dégénéraient maintenant guerre verbale dans les entrevues.
par le biais des équipes de ravitaillement et parmi les fans. Dale avait sa base loyale du Sud derrière lui, et Jeff avait son propre camp de partisans. Mais ce n'était pas que du bruit. Cela divisait le sport. Alors, la NASCAR est intervenue. Après une autre confrontation à Bristol, où les deux pilotes se sont accrochés et se sont criés dessus après la course, les officiels les ont convoqués à une réunion privée. Le président de la NASCAR, Bill France Jr., et de hauts fonctionnaires étaient présents dans la salle. Le ton était sérieux. Selon certains initiés, France n'a pas mâché ses mots. « Vous deux allez vous asseoir et régler ce problème, sinon vous serez tous les deux mis à pied », aurait-il averti. Des suspensions étaient sur la table. La NASCAR ne pouvait pas se permettre de laisser la querelle se transformer en quelque chose qui endommagerait le sport, ou, pire encore, entraînerait un accident qui blesserait quelqu'un. Dale a écouté, les bras croisés. Jeff a acquiescé, mais n'a pas dit grand-chose. Lorsque les deux hommes sont sortis, aucun n'a souri. Ils ont accepté de calmer le jeu publiquement, mais tout le monde dans le garage savait que ce n'était pas vraiment fini. La poignée de main qu'ils ont offerte n'était de rien de plus qu'une performance. La rancune était toujours là, et Dale était de plus convaincu de quelque chose dont il parlait à voix basse depuis des mois. Pour lui, ces incidents répétés n'étaient pas seulement une question d'agressivité ou de vengeance de la part de Jeff. Ils étaient révélateurs. Dale a commencé à remarquer des schémas, des situations où Jeff perdait son sang-froid, des courses où il s'étouffait sous la pression, des appels aux stands étranges, de mauvais redémarrages. Dale avait un œil vif pour les faiblesses, et ce qu'il a vu l'a conforté dans une conviction qui grandissait lui depuis leur première rencontre. Dale ne voulait pas dire que Jeff n'avait pas de talent de pilote. Il savait que le gars pouvait courir. Il l'avait vu lui-même. Mais Dale croyait que lorsque cela comptait vraiment, lorsque les choses devenaient tendues, désordonnées et imprévisibles, Jeff s'effondrait. Et pour Dale, cela voulait tout dire. Des mots qui ont fait couler le sang. Au milieu de 1986, la querelle entre Dale et Jeff avait pris une ampleur bien plus vicieuse que ce que les fans avaient jamais vu auparavant. Ce n'était plus seulement physique, c'était psychologique. Les mots échangés hors piste étaient tout aussi brutaux que les pare-chocs échangés sur la piste. Et les insultes de Dale n'étaient pas comme les conversations anodines des autres pilotes. Lorsque Dale lançait un coup de poing verbal, il y avait du poids derrière. Il n'élevait pas la voix, il ne divaguait pas, il disait simplement ce qu'il pensait. Et si cela blessait profondément, tant pis. On ne se plaint pas quand on fait la course. On se met au volant et on fait avec. Cette citation ne provient pas d'une conférence de presse. Elle provient d'une entrevue calme après une course acharnée où l'on a demandé à Dale ce qu'il pensait de la dernière série de plaintes de Jeff. Le journaliste avait à peine terminé sa question que Dale a lâché cette réplique. Elle visait directement Jeff et elle a fait mouche. Jeff était devenu connu pour critiquer le style de conduite de Dale. Chaque fois qu'il s'accrochait, Jeff se rendait à la tente des médias ou auprès des officiels de la NASCAR et expliquait, parfois détail, comment Dale lui avait fait du tort. Qu'il s'agisse d'un blocage déloyal, d'un dépassement dangereux ou d'un accident délibéré, Jeff avait toujours une raison. Dale, quant à lui, n'a jamais présenté d'excuses, et il n'appréciait pas ceux qui le faisaient. Cette différence d'attitude est devenue le prochain champ de bataille de leur guerre. Dale considérait les plaintes de Jeff comme une faiblesse. Il voyait cela comme quelqu'un qui essayait de manipuler le système au lieu de faire face aux conséquences sur la piste. « Nous courons tous avec acharnement », a dit un jour Dale, mais un seul d'entre nous parle toujours aux officiels après coup. C'est à peu près à cette époque que Dale a commencé à laisser entendre que Jeff était plus image que substance. Pas seulement un rival, mais un artiste. Un gars qui s'habillait de façon élégante, qui donnait des entrevues soignées et qui blâmait la voiture lorsque les choses tournaient mal. Un pilote qui voulait les victoires, l'attention, les trophées,
mais qui ne pouvaient pas supporter la lutte nécessaire pour les obtenir. Jeff, bien sûr, n'est pas resté silencieux non plus. Dans une citation mémorable, il a dit « Il frappe tout sauf la voiture de sécurité ». Cette réplique a suivi Dale pendant des années. Elle était tranchante, drôle et brutale. Mais Dale n'a pas bronché. Fait, certains disent que cela l'a rendu encore plus déterminé à pousser plus fort. Si Jeff pensait qu'il était imprudent, Dale lui montrerait à quoi ressemblait la vraie pression. Parce que ce que Dale croyait au fond de lui, c'était quelque chose qu'il disait à son cercle intime depuis des mois maintenant. Jeff n'était pas fait pour ça. Il était peut-être intelligent, il était peut-être rapide. Mais Dale pensait qu'il manquait quelque chose. La force, le tranchant, le refus de craquer sous le feu. Et si Jeff n'avait pas cela, Dale croyait qu'il n'avait pas vraiment sa place là-bas. C'est après une course à North Wilkesboro que la frustration de Dale a de nouveau atteint son point d'ébullition. Jeff avait couru près de la tête, mais affaibli fin de course. Par la suite, il s'est plaint de problèmes de maniabilité et a affirmé que Dale l'avait déstabilisé conduisant brutalement. La réponse de Dale: le déstabiliser. Je l'ai à peine touché. Mais si un simple frottement le perturbe, peut-être qu'il n'est pas dans le bon sport. Ce n'était pas seulement une pique, c'était Dale qui jetait les bases de ce qu'il croyait être un schéma. Il ne pointait pas du doigt une mauvaise arrivée ou une erreur. Il parlait de quelque chose de plus profond, une tendance à s'effondrer lorsque cela comptait. Pour Dale, les preuves s'accumulaient. Des moments où Jeff ne pouvait pas conclure l'affaire, des appels au stand qui n'avaient pas de sens, des redémarrages nerveux, des surcorrections, des excuses. Dale n'avait pas besoin de paperasse ou d'allégations de tricherie. Il regardait un pilote s'exposer sous la pression. Certains membres de l'équipe des stands ont commencé à murmurer la même chose. Dale n'était pas sûr, mais il croyait ce qu'il voyait et il se fiait à son instinct plus qu'à n'importe quel tableur ou feuille de statistiques. Pour lui, être un vrai coureur n'était pas une question d'essai chronométré. C'était une question de courage, la preuve que Dale prétendait avoir. Le moment que Dale attendait est arrivé lors d'un week-end dont la plupart des fans se souviennent à peine aujourd'hui. Mais pour lui, c'était la confirmation qu'il pointait du doigt depuis le début. C'était la course de l'été 1986 au Pocono Raceway, une piste connue pour tester tout ce qu'un pilote possède: la patience, le timing et le contrôle. Le triangle délicat était un endroit où l'audace pouvait se retourner contre soi, et une mauvaise décision pouvait anéantir une course solide un instant. Dale avait toujours respecté le défi. Jeff, revanche, était arrivé au week-end avec confiance. Trop de confiance aux yeux de Dale. Pendant les qualifications, Jeff avait l'air affûté. Sa voiture était bien réglée. L'équipe était synchronisée. Et à la mi-course, Jeff était tête, menant des tours et résistant à la pression de certains des meilleurs pilotes du sport. Les commentateurs ont loué sa forme. Les commentateurs ont souligné sa ligne douce dans le virage 2, ses changements de vitesse, son contrôle. Tout semblait parfait, mais Dale n'était pas convaincu. Il observait à quelques longueurs de voiture derrière, étudiant Jeff comme un chasseur observe sa cible. Chaque virage disait quelque chose à Dale. Chaque redémarrage, chaque moment sous pression. Et c'est alors que c'est arrivé. À moins de 30 tours de la fin, un drapeau jaune a ramené le peloton ensemble. Au redémarrage, Dale s'est aligné derrière Jeff. Le drapeau vert a été agité et 2 virages, Dale s'est déplacé vers l'intérieur. Jeff a tressailli. Au lieu de tenir sa ligne, il a freiné une fraction de seconde plus tôt, a hésité et a dérivé large, sortant du virage 1. Dale ne l'a pas touché. Il n'avait pas besoin de le faire. Jeff s'était battu lui-même. Dale est passé devant à toute vitesse. À la fin de la course, Jeff avait reculé de plusieurs places. Les entrevues d'après-course ont été remplies de discussions sur l'usure des pneus et la maniabilité, mais Dale n'y croyait pas.
Selon des sources, Dale Earnhardt aurait dit « J'ai dit à tout le monde que Jeff Bodine était une fraude, et voici la preuve. » Des rapports suggèrent même que Dale est allé jusqu'à dire ceci à propos de Jeff. C'était un déchet dégoûtant sur la piste. Il l'a donné. Ce n'était pas un problème de réglage. C'était un problème de pilote. Pour le fan moyen, cela ne ressemblait pas à grand-chose. Une petite erreur, rien de dramatique. Mais pour Dale, c'était tout. C'était le genre de moment qu'il dénonçait depuis le début de l'année, lorsque les choses devenaient tendues et que la pression réelle se faisait sentir. Jeff a craqué, et Dale a été témoin cette fois-ci. Des équipes de ravitaillement, des collègues pilotes, même des commentateurs qui ont noté la ligne inhabituelle que Jeff a empruntée lors de ce redémarrage. Il peut conduire vite, mais il n'est pas fait pour ça. Pas quand ça devient réel. Cette citation n'a jamais été imprimée, mais dans le garage, elle est restée. Dale n'a pas affirmé que Jeff n'avait pas de talent. Il n'a jamais dit que Jeff ne pouvait pas conduire une voiture ou gagner une course. Ce qu'il disait, ce qu'il avait toujours dit, c'est que Jeff n'était pas celui qu'il prétendait être. L'image soignée, les nerfs froids, le personnage de pilote professionnel. Dale voyait des fissures dans cette carapace chaque fois que les choses devenaient difficiles. Et Pocono a été la pièce finale pour lui. Ce n'était pas seulement cette course non plus. Dale a commencé à pointer du doigt d'autres moments, des choses subtiles que les fans n'avaient pas remarquées, mais que les initiés avaient remarquées. Des courses où Jeff s'est évanoui tard. Des cas où il blâmait la voiture alors que d'autres pilotes avaient le même équipement. Quelques anciens membres de l'équipe ont même soutenu Dale, disant que Jeff remettait parfois question les appels milieu de course, perdant ainsi son avantage. Pour Dale, cela résumait tout. On ne pouvait pas acheter la force. On ne pouvait pas la simuler sous la pression. Et Dale, qui avait passé sa vie à courir sur la terre, l'asphalte et tout le reste, connaissait la différence. Alors, quand il disait aux gens que Jeff était une fraude, c'est ce qu'il voulait dire. Pas un tricheur, pas un menteur, mais un pilote qui, selon les mots de Dale, était construit comme une machine, mais qui n'avait pas le courage quand il le fallait. Conséquence et trêve silencieuse. Après Pocono, les choses n'étaient plus les mêmes entre Dale et Jeff. Non pas qu'ils aient déjà eu des conversations amicales auparavant, mais maintenant, il y avait un silence notable entre eux, un silence aigu et persistant qui disait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Ils n'ont jamais abordé publiquement la tension. Les journalistes qui essayaient de remuer les choses se heurtaient à des réponses rigides et génériques. Dale esquivait avec un signe de tête ou un grognement. Jeff donnait des réponses soignées qui ne disaient rien, mais dans les paddocks, dans les remorques, dans les coins du garage, les gens sentaient le changement. Quelque chose avait changé. Les mécaniciens, les observateurs et les pilotes rivaux ont commencé à choisir leurs mots avec plus de soin lorsque les deux hommes étaient dans les parages. Les moments embarrassants ont commencé à s'accumuler, comme lors d'un événement de presse d'un commanditaire à Talladega, où ils étaient tous les deux censés être présents. Dale est arrivé retard. Jeff est parti tôt. Aucune photo n'a été prise d'eux ensemble. Les commanditaires l'ont remarqué. Les officiels de course aussi. La NASCAR, toujours désireuse d'éviter une querelle qui pourrait mal tourner, a envoyé des rappels discrets aux deux camps sur l'esprit sportif et la concentration, mais ils n'ont pas trop insisté. À l'époque, le drame vendait des billets, mais c'était une guerre froide, pas le genre qui faisait les beaux jours des reportages. Coulisses, cependant, l'opinion de Dale avait déjà fait des ravages. Jeff a commencé à remarquer moins de portes ouvertes dans certains milieux. Il ne bénéficiait plus du même avantage du doute lorsque les choses tournaient mal. Des questions se sont insinuées lors des entrevues d'après-course. Certains fans l'adoraient toujours. D'autres ont commencé à le remettre question. Il gagnait toujours, il était toujours rapide. Mais l'image avait été ternie. Et une fois qu'elle se fissure, même un peu,
Il est difficile de la reconstituer. Dale, pour sa part, est passé à autre chose, ou du moins a fait semblant de le faire. Il a cessé de mentionner Jeff, a refusé de répondre aux questions à son sujet. Certains ont interprété cela comme un signe de respect. D'autres ont dit que c'était simplement la façon dont Dale appelait à une trêve qui n'impliquait pas le pardon, mais simplement le choix de laisser les choses l'état. Des années plus tard, dans une rare interview, on a demandé à Dale s'il avait déjà fait la paix avec Jeff. Il a haussé les épaules et a dit « Nous ne nous sommes jamais serré la main, si c'est ce que vous voulez dire, mais nous n'avions pas besoin. » Ils ont tous les deux continué à courir. Leurs carrières se sont chevauchées pendant plusieurs saisons. Ils ont partagé des pistes, se sont battus pour des positions et se sont tenus près l'un de l'autre sur les voies de la victoire, mais ils ne se sont jamais heurtés. Pas une seule fois. Certains disent que c'est la preuve de leur professionnalisme. D'autres disent que c'était le dernier message de Dale, qu'il n'avait pas besoin de démolir Jeff pour prouver son point. Il l'avait déjà fait. Tout ce drame n'était-il fait que du spectacle? Faites-le nous savoir dans les commentaires.